3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? J'imagine que certains d'entre vous ont dû kiffer quand ils ont vu le titre de cette vidéo. Parce que oui, les mercredis sur Twitch, vous plébiscitez Giannis Antetokounmpo déjà dans les sondages depuis un bon moment. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous écouter en parlant de lui en mode coast to coast. J'ai l'impression que le Greek Freak peu ou pas assez en tout cas en parle, et pourtant le niveau qu'il atteint dernièrement est complètement fou. Par réflexe ou peut-être par habitude, et on peut le comprendre vu la carrière du King, beaucoup ont tendance à dire rapidement que la NBA appartient à LeBron. Mais le vent ne serait-il pas en train de tourner, ou alors est-il vraiment trop tôt encore pour affirmer qu'il y a du changement? La question se pose, c'est pour ça que j'ai décidé de me pencher sur ce sujet aujourd'hui. La ligue appartient-elle à Giannis Antetokounmpo? Si l'on étudie le parcours du jeune grec, chose que j'aime bien faire pour débuter mes analyses, il est clair que pendant longtemps, une réputation peu glorieuse lui collait à la peau. Au cours au moins de ses 4 ou 5 premières saisons dans la ligue, on entendait souvent dire que Giannis était un joueur skillé, mais pas un top player, pas un joueur autour duquel on voulait construire si l'on voulait gagner, pas un joueur clutch. Les médias forcément qui font et défont les récits autour des joueurs en NBA sont les principaux responsables de ces discours, mais c'est leur boulot, ne leur jetons pas la pierre. Et le truc, c'est que malgré le niveau du freak, qui année après année augmentait, rien ne changeait. En même temps, en 2019 et en 2020, à chaque fois, les Bucks étaient les favoris de l'Est pour accéder au final, et à chaque fois, ils ont échoué. L'année d'avant, en 2018, Milwaukee avait perdu dès le premier tour en 7 matchs face aux Celtics, avec un Giannis qui, avec 22 points, mais surtout un plus-minus de -16, était complètement passé à côté du premier grand rendez-vous de sa carrière. Même s'il n'avait que 23 ans à l'époque, les retours concernant les prestations du joueur étaient sévères, et les éliminations les années suivantes face à Toronto puis face à Miami n'ont rassuré personne. Pourtant, à chaque fois, les Bucks ont buté face à des adversaires de taille, les Raptors, champions en 2019, puis le Heat, finaliste en 2020, dans la bulle, c'est excusable. Par contre, dans ces séries perdues, l'ailier fort a-t-il joué comme la légende qu'il devait être en tant que MVP qu'il était? Non, c'est vrai, mais lui rejeter tous les torts restait quelque chose de complètement injuste, tant le supporting cast et les ajustements de Mike Budenholzer posaient question. Mais on le sait, ça c'est une constante, en NBA les narratifs changent très vite. Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, tous ont connu d'immenses critiques de la part des médias et même des fans avant qu'ils ne gagnent enfin. Et à votre avis, c'est quoi le meilleur moyen de faire taire tout le monde? Gagner une bague évidemment. Et on développera ça après, mais c'est exactement ce qu'a fait Giannis à 26 ans, prouvant à tout le monde qu'il était tout sauf un joueur surcoté. Pourtant, il faut être conscient que le Greek Freak revient de loin, et soyons honnêtes, peu d'entre nous le voyaient gravir les échelons d'une façon si rapide. Bon, ici, on ne va pas trop insister sur toute l'histoire de sa jeunesse, même si l'aventure est dingue, mais j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne. D'un gamin qui vendait des porte-clés aux touristes en Grèce la journée pour s'entraîner au basket la nuit, il s'est retrouvé drafté au 15e choix en 2013 avant de devenir champion NBA et multimillionnaire aujourd'hui. C'est pas trop mal, non? Sauf que quand il est arrivé dans la ligue, rien n'était gagné pour lui et pas grand chose ne lui était promis. Le train de vie US, l'anglais, le trash talk et l'agressivité de ses adversaires et surtout l'éloignement de ses parents qui, ne possédant pas de passeport grec, n'avaient pas pu à l'époque rentrer sur le territoire américain, ça faisait beaucoup de choses à encaisser pour ce gamin de 20 ans qui jusque-là ne s'était jamais trop éloigné d'Athènes. C'est un peu dans cette ambiance morose que les 2 premières saisons du grec en NBA se sont déroulées. Tantôt remplaçant, tantôt dans le 5, il galérait à trouver son rythme, et son poste restait un mystère encore à l'époque pour la plupart des coachs qui croisaient son chemin. Le gars du poste 1 sous Jason Kidd au poste 5 dans des dispositifs small ball était juste utilisé à toutes les sauces. Wow. Ce qui plaisait cependant, c'était ses mensurations gigantesques, autant ses bras que ses jambes, et sa faculté à partir en coast to coast et à parcourir tout le terrain en seulement quelques pas. Néanmoins, tout cela restait très raw, très brut, et pour Giannis Antetokounmpo, il fallait encore vraiment fournir énormément de boulot avant de devenir un vrai joueur NBA. Avec son anglais qui progressait chaque jour, et l'arrivée de ses parents qui enfin furent autorisés à rejoindre le territoire US, l'ailier fort a vite retrouvé le sourire. De plus, je pense que la rencontre avec Jason Kidd représenta un tournant. La vision du tacticien était claire, il voulait que le freak oublie ses faiblesses, les laisse de côté et capitalise sur ses forces. Pas besoin de shooter de loin ou d'être adroit, son footwork et ses capacités de finition étaient largement suffisantes pour briller autrement, notamment en drive et en transition, sauf que pour développer cet aspect, il fallait qu'il progresse dans la création, c'était primordial. Alors quand Kidd l'a carrément utilisé en tant que meneur en 2016, ok, il a fait pas mal d'erreurs, mais en parallèle, son niveau a complètement flambé. Car oui, peu à peu, Giannis s'est adapté au rythme de la NBA, il a développé son physique, sa dextérité, et ses chiffres ont commencé à gonfler. 7 points en moyenne par match en 2014, 13 en 2015, 17 en 2016, 23 en 2017 et même 27 en 2018, année où le grec
Grec a déjà remporté sa 2e sélection All-Star. Vous la voyez, la progression statistique là, s'il n'a pas vraiment bossé sur son shoot, c'est vrai, il est devenu presque élite dans tous les autres domaines. Ok, ça ne vous suffit pas, vous n'êtes toujours pas convaincu, et bien dites-vous qu'en 2019 et en 2020, à chaque fois, il a terminé MVP, accédant même au trophée Deepoy. C'est ouf quand même, en à peine un peu plus de 5 ans dans la Grande Ligue, Antetokounmpo est devenu une superstar. Enfin, une superstar oui, mais une superstar qui n'avait toujours pas gagné de titre, et ça, si on veut faire partie des grands de la NBA, c'est rédhibitoire. Mais vous le savez très bien, depuis l'an dernier, sa bague, il l'a obtenue, et cette aventure qui l'a mené jusqu'au titre, parlons-en également. Quand dans la bulle, blessé à la cheville, Giannis Antetokounmpo fut éliminé par le 8, il refusa de se trouver des excuses, de pointer ses coéquipiers du doigt, ou même de prendre la voie de la facilité. Ça franchement j'ai apprécié, c'est à la hauteur de sa force de caractère et de sa compétitivité. Car oui, quand de nombreux médias disaient que Milwaukee n'était pas un marché à la hauteur du talent d'Giannis et qu'il ne pourrait pas gagner sans rejoindre des superstars, lui a préféré s'écouter et rester fidèle à ses valeurs. C'est ainsi qu'au lieu de réfléchir à quitter le Wisconsin, il a pris le chemin inverse, décidant de prolonger pour 5 ans supplémentaires chez les Bucks, fort de l'arrivée de Jrue Holiday qui venait juste d'être transféré contre Eric Bledsoe. Avec le recul, maintenant c'est facile, on se dit que c'est tout ce qu'il fallait, mais à l'époque, il faut se rendre compte que beaucoup de doutes continuaient à poindre. Surtout pour la première fois de sa carrière, Giannis voyait ses stats individuelles baisser, tandis qu'en parallèle, les Bucks, qui en saison avaient dominé l'Est les 2 années précédentes, ne s'affichaient cette fois-ci qu'à la 3e place de leur conférence en régulière. Tout ça, c'était pas forcément rassurant, et le pire, c'est que Milwaukee s'apprêtait au premier tour à affronter Miami, qui en 2020 avait trouvé la défense parfaite pour limiter le Freak. Mais en 2021, c'est tout l'inverse qui s'est passé, et Mike Budenholzer a finalement réussi à prendre et à piéger Erik Spoelstra à son propre jeu. En bétonnant la peinture à leur tour, les Bucks n'ont absolument pas laissé respirer les finalistes 2020. La vengeance était prise, 4-0, coup de balai, c'était violent. Pour la suite, on a eu une série épique face aux Nets qui s'est jouée à une demi-taille de pointure de Kevin Durant, puis une victoire en 6 matchs face aux Hawks en finale de conférence. Malgré les énormes critiques que recevait Giannis en playoff concernant son adresse au lancer ou à 3 points, il s'en foutait, il a continué à jouer son jeu, un jeu qui pour la première fois de sa carrière le portait jusqu'au final NBA. Et là, face aux Suns, ce fut juste une incroyable masterclass. Là, on ne va pas refaire toute l'histoire non plus, c'était en juin dernier, j'espère que vous vous en rappelez. Antetokounmpo, en plus de dominer complètement sur le terrain, s'est véritablement affiché en leader, poussant temps mort après temps mort tous ses coéquipiers vers la victoire. Son titre, il le voulait, et il était très conscient qu'il ne pourrait pas le gagner seul. C'est beau tout ça, mais attention, ce n'est pas pour ça que individuellement il n'a pas tout pété non plus. Avec des moyennes de 35 points, 13 rebonds, 5 passes, mais aussi une perf phénoménale à 50 points, 14 rebonds et un contre aussi clutch que stratosphérique sur DeAndre Ayton lors du dernier match, le Grec a dominé cette série de A à Z, terminant MVP des finales et menant les Bucks vers le titre en 6 manches. Waouh. Alors maintenant, entre vous et moi, qu'on soit hater ou non, y a quoi à dire. Depuis 2019, Giannis Antetokounmpo, c'est un titre, un trophée de MVP des finales, un trophée de MVP du All-Star Game, 2 trophées de MVP et même un Deepoy, ok? Sur ces 3 dernières saisons, quel joueur peut s'asseoir à sa table en termes de palmarès en NBA? Ne réfléchissez pas trop longtemps, personne. Et vous voulez connaître ses stats pour avoir encore plus d'indicateurs, c'est la même. Depuis 4 ans, le Freak a juste banalisé le fait de pouvoir tourner à 29 points et 13 rebonds régulièrement tout en shootant à 55% de réussite. Encore une fois, qui d'autre fait ça dans la Grande Ligue actuellement? C'est pareil, ne réfléchissez pas trop, ne vous faites pas de nœuds dans la tête, personne. Et si on ajoute que de l'autre côté du terrain, ces 3 dernières années, à chaque fois, il a fini dans le top 5 des meilleurs défenseurs de l'année, on se rend vite compte que c'est un monstre. Ça classe un homme tout ça. Aujourd'hui, il est probablement le meilleur two-way player de toute la ligue. Il n'est peut-être pas le plus polyvalent, ou celui qui a le jeu le plus fin, et encore moins le meilleur shooter en NBA. Par contre, clairement, à mes yeux, il est le plus dominant. Est-ce que ça suffit pour dire qu'à 27 ans, la ligue lui appartient déjà? Je ne sais pas, mais en tout cas, il marque de sacrés points. Par contre, le truc, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore abordé la saison en cours. Impossible pour moi de dire qu'il possède la ligue si actuellement son niveau est pété. Mais là, ne vous en faites pas, on va aller vite, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Déjà, individuellement, il est encore à son top, à 1/10 des 30 points de moyenne par match, jamais dans sa carrière il n'avait marqué autant. Ça lui vaut d'être dans le top 3 des meilleurs scoreurs tout en étant dans le top 5 des meilleurs rebondeurs. Offensivement, je trouve qu'il a développé ses skills, on en parlera plus tard, et sa confiance actuellement paraît être au summum. En parallèle, il fait actuellement partie des grands favoris pour remporter un 2e trophée de meilleur défenseur de l'année en carrière. Personnellement, ce qu'il réalise de ce côté-là du terrain, je trouve ça hyper fort. Au sein d'une équipe des Bucks qui a dû se passer de Brook Lopez pendant la majorité de la saison, il a compensé et s'est transformé en véritable protecteur de cercle, capable d'évoluer au poste 5, défendant la peinture comme le monstre qu'il est. Puis collectivement, tout roule pour les Bucks, qui font encore partie des favoris à leur propre succession, tout en étant encore en course pour décrocher la première place de la conférence Est. Et pourtant, actuellement, on l'entend dire partout, Joel Embiid et Nikola Jokic sont les grands favoris pour remporter le trophée de MVP. Perso, je ne vais pas me positionner maintenant concernant la course au trophée, on fera un nouveau live bientôt qui sera dédié au sujet, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'injustice là-dedans. Au vu de ce qu'il fait cette année, Antetokounmpo, à mon sens, mérite au moins
autant de crédit que les deux autres. Collectivement, offensivement et surtout défensivement, le Greek Freak n'a rien, mais absolument rien à envier au Joker ou au Process. Alors après, ok, c'est sûr, il n'a pas la vision de jeu ou le playmaking du Serbe, ni le poids et la puissance au poste du Camerounais, chacun sa spécialité. Néanmoins, il possède d'autres qualités tout aussi uniques, et la première, c'est sa faculté à bully n'importe qui. Sauf qu'avant de parler de ça, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à la chaîne? Si mes vidéos et mes analyses vous plaisent, faites-le, c'est important pour moi. On est en bonne voie pour accomplir l'un de mes plus gros objectifs, alors let's go cliquer sur ce bouton rouge et m'envoyer sur la planète 50K avant la fin de 2022. Mais allez, stop la promo et revenons au bullying et à la capacité unique que possède Giannis pour dominer de la sorte. Attention, quand je dis unique, pas tout à fait. Embiid aussi est un roi du bully ball, mais la domination du grec s'exprime autrement, en passant davantage par ses qualités athlétiques que par son poids. Que ce soit Jokic ou Embiid, aucun d'eux ne peut attaquer le cercle comme le fait le Freak en posant un ou deux dribbles pour placer ensuite au sol deux appuis ultra longs et dynamiques et à la fin fracasser l'arceau. Personne en NBA ne fait ça avec autant d'explosivité qu'Giannis. Le bully ball, c'est cette capacité à utiliser sa force et sa puissance pour aller scorer dans la peinture. Antetokounmpo, dans la grande ligue, est le seul qui le fait avec autant de qualité athlétique et autant de succès. En 7 ans en NBA, il est devenu une montagne de muscles hyper fit qui, malgré les heures et les heures passées dans les salles de muscu, n'a ni perdu en vitesse ni en détente. C'est ce que je trouve le plus fort. Face à lui, tu n'as pas le choix. Il faut mettre tout le monde dans la raquette et potentiellement faire faute pour l'envoyer sur la ligne. Ouais, c'est triste, c'est peut-être de l'anti-jeu, mais c'est comme ça. C'est potentiellement le seul moyen de s'en sortir. Il est le joueur qui met le plus de points à moins de 2 mètres du cercle dans toute la ligue. Et dans ces situations, il est à 74% de réussite. C'est létal. Un LeBron James, un poil plus jeune, était capable de telles percées athlétiques dans la peinture, c'est vrai, et il est toujours excellent dans le domaine. Sauf que le grec est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, et son corps est d'autant plus devenu une arme fatale. Et pas sur le bec. Cela le rend également, bien plus que ses principaux concurrents pour le trophée de MVP, super fort en transition. Avec près de 9 points par match en moyenne marqués dans ces situations, il est tout simplement le meilleur scoreur de la ligue en contre-attaque. Quand il est lancé, il se transforme en boule de démolition, et si tu veux provoquer le passage en force, ses appuis, et notamment son Eurostep, feront finalement la différence. Il peut porter la balle, accélérer, et parcourir tout le terrain en seulement quelques dribbles, un vrai cheat code sur NBA 2K. De plus, ce bullying peut aussi prendre place et l'aider dans le domaine du rebond. Si le grec est dans le top 5 NBA dans le domaine cette saison, c'est que ses mêmes qualités qui lui permettent de scorer près de l'arceau lui donnent également, avec son jump et ses bras tentaculaires, un énorme niveau pour ce qui est de récupérer la gonfle après un panier raté. Hors pivot, il est tout simplement le meilleur rebondeur de toute la ligue, rien que ça. De plus, sa présence au rebond offensif lui donne encore plus d'opportunités faciles pour scorer près du cercle. Comment tu veux faire au bout d'un moment? Du coup, je n'ai pas peur de dire que cette façon de bully, avec cette longueur et ses qualités athlétiques, c'est du jamais vu dans l'histoire de la ligue. Les remarques de T-Mac qui disait qu'il n'aurait pas pu dominer dans les années 2000, ou celle d'Arden qui affirme qu'il n'est qu'un joueur qui va tout droit, désolé, mais c'est du bullshit. Ou de la jalousie, peut-être bien. Le corps d'Antetokounmpo est une réelle arme de destruction massive. Force à lui non seulement pour avoir réussi à l'utiliser de la sorte, mais aussi pour avoir trouvé les clés afin de l'utiliser super bien. Plus ça va et plus c'est clair, ses adversaires se retrouvent très limités en termes de solutions pour ce qui est de ralentir l'ailier fort. Alors si peut-être, vous allez sûrement dire qu'il suffit de faire faute et de l'envoyer sur la ligne pour l'obliger à marquer ses points sur ses lancers francs. Ok, ça me va, mais le problème c'est que vu les progrès que le grec a fait au shoot, notamment cet été, c'est de moins en moins vrai ça, de moins en moins efficace. Comme on l'a vu plus tôt pendant la première partie de sa carrière, Giannis s'est concentré sur son corps, ses appuis, ses drives, son playmaking et sa façon de porter la balle au point de devenir complètement élite dans sa façon de dominer offensivement, on vient de le dire. Sauf que cet été, visiblement, il a beaucoup, mais beaucoup travaillé son shoot. Sa mécanique semble aujourd'hui plus huilée, plus naturelle, plus rythmée et tout simplement plus propre. De façon complètement logique, le voici maintenant plus en confiance après autant de mois à travailler son tir. Et ça se remarque par exemple premièrement sur la ligne des lancers francs. Désormais, il les shoot plus rapidement, il réfléchit moins et c'est efficace. En carrière, il n'a jamais passé autant de temps sur la ligne de réparation avec plus de 11 tentatives par match cette saison. Et pour la première fois depuis 3 ans, son adresse dépasse les 70%. Intéressant, n'est-ce pas? Carrément, ouais, surtout que ses progrès dans le shoot se transposent également dans le jeu. À 3 points, si l'on regarde ses stats sur la saison, pourtant rien de fou. Il est environ à 30% de réussite comme les années précédentes. Néanmoins, et ça n'arrivait pas avant, le grec, pendant cet exercice 2020-2021, a connu quelques moments de fulgurance, comme lors de ce mois de février, là, il y a quelques semaines, où il a tourné à quasiment 40% de réussite derrière la ligne. Ça, je m'y attendais pas. Après, bien sûr, il n'en a pas abusé non plus, mais lorsqu'il s'est trouvé ouvert, et encore plus dans le money time, quand ça comptait, il a réussi à régulièrement sanctionner. Il enchaînait les 2 sur 2, les 2 sur 3, les 3 sur 4 même, tout ça n'avait plus rien d'exceptionnel pour lui, c'est juste trop fort. Ajoutons à ça le petit pull-up mid-range qu'il a développé également pour tirer par-dessus les défenses et sur lequel il semble particulièrement à l'aise cette saison, vu qu'il en met 45%, et on se rend vraiment compte d'une chose, Antetokounmpo est toujours loin d'être un shooter pur, mais sa principale faiblesse, il a su la limiter, et pas qu'un peu. Là, ne mâchons pas nos mots, ça fait de lui un joueur de plus en plus
plus dominant, et avant cette saison il partait déjà de très haut. Pour aller plus loin, je veux évoquer deux domaines encore, mais je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on les a plus ou moins déjà abordés dans cette vidéo, et le premier c'est la défense. Comme je le disais plus tôt, cette saison, Giannis est potentiellement le favori pour terminer meilleur défenseur de l'année, et ça c'est dû à tout sauf au hasard. En plus d'être incroyablement mobile et de pouvoir switcher sur tous les postes, au moins pour sérieusement dépanner, le grec est une force dévastatrice dans la raquette. Il est juste capable, avec ses bras incroyablement longs, de bâcher n'importe qui, et encore plus dans le money time, parlez-en à DeAndre Ayton ou à Joel Embiid. Si l'absence de Brook Lopez a si peu pénalisé les Bucks cette saison, le grec en est grandement responsable. Puis plus il avance dans sa carrière et plus il comprend le jeu, mieux il anticipe, en appréhendant les timings notamment de façon élite, sans sauter à tout va. Le mec ne se fait quasiment jamais piéger. Ajoutez à ce QI son envergure, sa taille, sa vitesse de pied et ses instincts, et vous comprendrez pourquoi, dans la ligue, défensivement, Giannis Antetokounmpo est un top 3 no-brainer cette saison. La façon dont il pèse des deux côtés du terrain est devenue indispensable pour les Bucks, et définitivement, il n'y a pas à tortiller des fesses. Dans le jeu, Giannis Antetokounmpo est un alien. Et ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui, ce qui fait qu'il a réalisé autant de progrès, à mon sens, c'est son mental d'acier. Le mec est un gros bosseur qui ne se reposera jamais sur ses acquis, même après un trophée de MVP ou une bague. Il est un compétiteur hors pair qui a compris qu'il devait se développer individuellement tout en faisant confiance aux autres, et qui en devenant MVP puis champion a relevé coup sur coup les deux défis que lui avait donné Kobe. Challenger Giannis et vous verrez juste le meilleur sortir de lui-même, j'adore ça. Même lors des All-Star Games, année après année, il est l'un des seuls gars qui donne tout sur le terrain. La compétition, c'est ce qui lui plaît, pas de match de gala pour lui. Comme on l'a dit aussi, et c'est respectable, le Freak a décidé d'écrire sa légende à Milwaukee, malgré les haters, les critiques et les doutes. Il possède un leadership, une discipline, une éthique de travail et même une patience qui sont fort admirables. Alors ok, cette saison il ne sera peut-être pas Depoy, peut-être pas MVP, mais croyez-moi, il s'en fout, ses distinctions individuelles, il les a déjà toutes raflées. Le grec est bien conscient que dans un sport collectif comme le basket, on te reconnaît avant tout pour le nombre de bagues que tu as remportées, et c'est évident, Giannis Antetokounmpo en veut la plus grosse collection possible. Lui-même affirmait encore il y a un peu plus d'un an qu'il ne méritait pas qu'on l'appelle MVP tant qu'il n'avait pas gagné le championnat, ça montre l'état d'esprit du bonhomme. Il est un hustler parti de zéro et qui aujourd'hui connaît tous les sacrifices que la quête d'un titre demande, ça en fait un joueur encore plus performant. Depuis le début de sa carrière, il laisse son jeu parler pour lui-même, ignore les trolls et les fait payer sur le terrain. Il n'est pas le mec prétentieux qui va parler au lieu d'agir, et ça, à mes yeux, en termes de personnalité, c'est pas loin d'être légendaire. Alors là, clairement, à ce moment-là de la vidéo, avec tout ce que je viens de lister, on pourrait réellement dire que la ligue appartient à Giannis. Pour moi, 5 ans, ça correspond à une période suffisamment importante pour se faire un avis, un échantillon sensé. Et là, depuis 5 ans, en termes de palmarès individuel et collectif, en termes d'impact des deux côtés du terrain, et en termes de domination, je ne vais pas y aller par 4 chemins, il est juste le meilleur joueur de toute la NBA. Attention, hein, encore une fois, je ne dis pas qu'il est le plus skillé, encore moins le plus beau à voir jouer, je dis juste qu'il est le plus efficace. Il ne sait pas tout faire à un niveau élite, c'est sûr, mais ses qualités, il a su capitaliser dessus mieux que quiconque, et ça lui suffit pour tout exploser, et ce, des deux côtés du terrain. J'insiste bien sur ce point, des deux côtés du terrain. Et malgré tout ça, pourtant, je pense que quelque chose va vraiment contre lui quand on veut répondre à la question du jour, le manque de médiatisation. La NBA est une ligue de spectacle qui appartient avant tout aux fans. Ce sont eux qui achètent les tickets, qui regardent les matchs à la télé, qui se procurent un maximum de produits dérivés et qui, en conséquence, remplissent les caisses. C'est bien nous, les fans, que Adam Silver veut contenter, et c'est bien grâce à nous, les fans, que fonctionne ce business si juteux. Et là je me dis que dans ce côté-là, Giannis Antetokounmpo souffre de plusieurs paramètres. Le premier est simple, Milwaukee est un petit marché, et la ville avec ses 577 000 habitants n'est que la 31e la plus peuplée des États-Unis. Un Karim Abdul-Jabbar par exemple, qui désirait être dans la lumière, avait quitté les Bucks pour ça. Dans le Wisconsin, c'est dur de briller vu la faible couverture réalisée par les médias. Et c'est encore plus dur, je pense, en tant qu'Européen aux États-Unis. Parce que ouais, regardez, LeBron James, quand il était à Cleveland, un autre petit marché, avait une couverture immense, et force est de constater qu'Giannis n'a pas la même à Milwaukee. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, même si aujourd'hui la Grande Ligue n'a plus aucun mal à distribuer les trophées de MVP à des joueurs internationaux, il faut le dire, l'impact médiatique n'est pas le même pour tous. De plus, c'est pareil, la personnalité du grec, même si moi je l'adore parce qu'il est bourré d'humour, n'est pas celle qui fait le plus rêver les kids. Il est un homme simple qui se satisfait de peu et qui a même tendance à fuir complètement les soirées mondaines, les strass et les paillettes. Vivre sa vie de famille dans l'ombre, chiller chez lui, dans le Wisconsin, c'est ce qui lui plaît. La nightlife de New York ou de LA, ce n'est pas du tout pour lui. Comment lui reprocher ça? On ne peut pas, par contre, c'est une vérité, dans les magazines People, on parlera moins de lui. Tout ça parce
parce qu'il s'expose moins, ça ne l'empêchera pas de tout défoncer sur les parquets. Mike Budenholzer, qui a bien connu Tim Duncan aux Spurs, disait récemment qu'il trouvait la personnalité des joueurs très similaire en termes d'humilité, de discrétion, d'approche et de compétitivité, et même si je trouve Giannis bien plus souriant, c'est vrai qu'il y a de ça. Si Timmy a toujours été dans l'ombre de Kobe dans le cœur des fans dans les années 2000, ça ne l'a pas empêché de devenir un top 10 all-time no-brainer. Comme Giannis, il a toujours privilégié le collectif à l'individuel, et comme Giannis, les distinctions et la jet set, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il était une réelle machine d'efficacité, notamment en play-off lorsqu'il s'agissait d'aller chasser un titre, et là-dessus je leur vois de vrais points communs. Donc au final, même si cette attitude n'est pas celle qui fait vendre le plus de maillots, elle est celle qui mène vers des titres. N'est-ce pas le plus important? Pour moi si, mais peut-être pas pour Adam Silver qui lui aimerait bien voir ses caisses d'avantages se remplir, je pense. D'ailleurs ça c'est un bon indicateur, les ventes de maillots, parlons-en. Déjà faut en être conscient, pour un fan NBA et notamment un adolescent, il est beaucoup plus facile de s'identifier à un Stephen Curry par exemple qu'à un Giannis Antetokounmpo. Des freaks physiques comme le grec, il n'en existe que très peu dans le monde, quand le meneur des Warriors a lui des mensurations bien plus communes. Tout ça, ça joue, et si on mixe ça avec toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant, on peut comprendre pourquoi l'ailier fort ne fait pas partie des joueurs les plus bankable actuellement en NBA. La preuve, cette année dans le classement des joueurs qui vendent le plus de maillots, Antetokounmpo n'apparaît qu'à la 6ème place, derrière dans l'ordre LeBron James, Jason Tatum, LaMelo Ball, Kevin Durant et Stephen Curry. Que des Américains, tiens, c'est quand même fou non quand on se rend compte du niveau qu'il peut atteindre sur le terrain. Ça montre en tout cas qu'il n'est pas le joueur préféré des fans, d'autant plus aux États-Unis. Alors quand on sait tout ça, comment peut-on répondre à la question du jour? Peut-on dire que la ligue appartient à Giannis Antetokounmpo? Déjà, je pense que pour pouvoir revendiquer cette distinction honorifique, il faut au moins posséder un titre et un trophée de MVP, c'est la moindre des choses. Parmi les joueurs encore en activité, outre Giannis, seuls 3 autres possèdent ces 2 distinctions, Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant. Parmi eux, on l'a dit, sur les 5 dernières années, Giannis est celui qui possède le plus gros palmarès, et cette année encore, il est le seul à apparaître dans le top 3 des points, le top 5 des rebonds, le top 25 des passes et le top 15 des contres. C'est balèze, et ça lui fait de gros points dans cette discussion. Mais est-ce que ça suffit pour affirmer que la NBA lui appartient? Eh bien je dirais non. Curry, Durant et surtout LeBron vendent beaucoup plus de maillots que le grec, et dans ce débat, pour moi, l'avis des fans est primordial. Dans ce domaine, LeBron écrase encore réellement toute la concurrence, et malgré les 2 saisons difficiles qu'il est en train de vivre sur le terrain, je pense que au moins dans le cœur des fans, on peut dire que la ligue lui appartient encore. Donc ok, j'arrête là, la question j'y ai répondu. Je pense que pour cette raison, principalement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la ligue appartient à Giannis. Par contre, je pense qu'on peut décemment dire que depuis au moins 5 ans, il est le joueur le plus dominant en NBA. Et ça, au final, en tout cas à mes yeux, ça vaut sûrement encore bien plus. Voilà pour ce qui est de Giannis Antetokounmpo et de cette idée de possession de la ligue, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast to coast. Vous en pensez quoi, vous? La ligue appartient-elle aux Grecs, ou au moins pensez-vous qu'il est le joueur le plus dominant dernièrement? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. En tout cas, le mieux pour vous faire l'avis le plus précis possible, ce sera de regarder un maximum de matchs, et pour ça, faut absolument que je vous parle de la réduction actuelle qu'il y a sur l'abonnement au League Pass. En ce moment, vous pouvez vous faire toute la fin de saison, tous les matchs, playoff compris, pour moins de 55 balles, une dinguerie. Il y a mon lien d'affiliation dans la description qui permet de soutenir la chaîne, alors go cliquer. À ce prix-là, vu la qualité de l'outil, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas, vous le savez, à tous ceux qui sont restés jusque-là, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et tout ça, il y en a besoin, il faut que les vidéos soient vues pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, merci encore à tous ceux qui continuent à soutenir sur Tipeee ou qui ont prévu de le faire, vous êtes le sang, ça c'est indispensable. À très vite.